Jean-Yves Le Borne, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, on ne se présente jamais que banalement ou de manière fallacieuse. Alors, je vais choisir la formule banale. Je suis avocat au barreau de Paris depuis bien longtemps maintenant, plusieurs décennies. J'y ai plaidé des affaires, surtout dans le domaine pénal. Et j'ai été le premier vice-bâtonnier de l'histoire du barreau. Voilà, grosso modo, quel est le profil social. Qu'est-ce qu'est un grand avocat pour vous? Je crois qu'il y a deux caractéristiques. Un grand avocat, c'est celui qu'on reconnaît comme tel. Parfois, on a raison, parfois pas. Cela étant, je crois que généralement, les vrais talents, qu'ils soient oratoires ou d'écriture, sont toujours à un moment ou à un autre repérés. Étant précisé que le talent oratoire ne peut pas attendre le post-mortem, il est éphémère, on le reconnaît quand on écoute l'homme qui parle, ou alors c'est trop tard. Le classement médiatique a-t-il du sens pour le barreau? Oui, le classement médiatique a du sens dans la mesure où l'on est étiqueté avec plus ou moins d'étoiles, c'est presque comme les restaurants. Alors, de là à ce que ce classement correspondent précisément à une vraie valeur des individus ou à une mode ou au jugement d'un tiers qui s'autorise de tels classements, c'est une différence que je laisse à chacun le soin d'apprécier. J'ai eu l'impression, et même la certitude, que certains avocats médiocres avaient une notoriété hors du commun. Est-ce que ça n'est pas une formidable injustice? Mais la vie est faite d'injustices multiples, et je crois que vous me parlez du barreau, c'est probablement vrai, mais dans tous les domaines, c'est vrai. Et je crois que nous vivons une époque où la communication, où l'accès à un niveau médiatique d'un individu est quelque chose de très important, et où un certain nombre de gens sont plus compétents, plus talentueux pour se faire reconnaître que pour être véritablement digne de cette reconnaissance. Quelle est ou quelle a été votre plus grande admiration judiciaire? Je crois qu'il y en a eu successives. J'ai pour Georges Kieschmann, qui est encore parmi nous, un homme d'un talent exceptionnel. Sinon, j'ai entendu, mais j'étais bien jeune avant qu'il ne disparaisse de la scène judiciaire, quelques grands avocats du passé, mais insuffisamment pour établir un classement. Au fond, je pense qu'il faut un peu de temps en temps s'écarter d'un monde où on a ses héros. Il y a des hommes qui de temps en temps, ou des femmes, c'est la même chose, confrontés à une situation, montrent un talent d'exception. L'ont-ils toujours? Sont-ils des êtres d'exception? Défendre, ça a toujours été pour vous une évidence, une passion? Je crois que c'est une évidence. C'est une évidence parce que quand on défend les autres, quelque part, c'est une manière de détourner le discours qui voudrait qu'on se défende soi-même. Je pense que l'idée de la faute, l'idée de la punition, l'idée de l'égarement, l'idée de l'erreur de comportement est une sorte d'obsession qui conduit obligatoirement à la défense. Je pense qu'on peut avoir un autre point de vue. On peut considérer que l'homme doit être parfait et qu'à partir de là, tout égarement mérite une sanction. C'est un choix. On peut aussi considérer que la faute fait partie du comportement humain et essayer d'en limiter la conséquence historique et sociale. Comment êtes-vous venu concrètement au barreau? Presque par hasard. Je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Certains disent qu'ils rêvaient d'être avocats quand ils marchaient à peine. Sincèrement, ce n'est pas mon cas. J'ai commencé des études orientées vers la philosophie. Il m'a semblé à un moment que vivre dans le monde des idées était une sorte de rupture avec le monde et que ça ne serait pas tolérable, et une rupture aussi avec beaucoup
de nos contemporains pour qui la dialectique des idées n'a pas une importance fondamentale et avec lesquels, quand on s'enferme dans une manière de penser, presque parfois dans un vocabulaire, le contact est rompu. Et il m'a semblé qu'il y avait à travers les idées et peut-être la langue une autre fonction possible qui était précisément celle de prêter sa capacité de discours à celui soit qui ne possédait pas cette capacité, soit qui n'était pas en état de la mettre en œuvre. Parce que celui qu'on soupçonne, on lui demande souvent de se taire. Pour avoir été le premier vice-bâtonnier du barreau de Paris, est-ce que cela signifie que vous avez une capacité de consensus, de concorde, d'harmonie avec la plupart de vos collègues, de vos confrères? On peut dire ça de tous ceux qui sont élus, car il a fallu qu'une majorité les désigne. Je crois avoir sur le monde et sur les êtres une sorte de regard de bienveillance. Je n'ai pas d'agacement, sauf si on met quelque effort à le susciter, mais j'ai plutôt une sorte de capacité à donner une sorte de capital de confiance à celui que je rencontre, même que je ne connais pas, et à partir de là, les liens deviennent faciles. Ça veut dire qu'un grand avocat, tel que vous, peut être autre chose dans la vie qu'un homme de conflit? Je ne pense pas avoir été beaucoup un homme de conflit. En réalité, la défense, car c'est surtout la défense que j'ai exercée, il m'est arrivé d'être partie civile, mais presque à titre accidentel, la défense, c'est une manière de se présenter un peu nu, un peu désarmé, souvent avec une faute réelle, parfois avec des faits dont on discute qu'ils soient une faute, mais ça, ce sont des problèmes techniques qui finalement se posent assez rarement. Et à partir de là, on n'est pas dans le conflit. On est dans une sorte de contradiction qui consiste à dire la faute n'existe pas, ou la faute n'est pas aussi grave que vous le pensez. C'est presque un rôle d'atténuation qu'un rôle de conflit. Il y a chez ceux qui accusent, chez ceux qui s'indignent, et Dieu sait que par les temps qui courent, ils sont nombreux, c'est devenu une mode assez généralisée, une sorte de certitude de leur point de vue qui fait qu'ils n'admettent guère qu'on discute le bien fondé de l'accusation. Et à partir de là, toute la tâche consiste à insinuer un discours, à le faire accepter, bref, à faire en sorte que l'on ne soit pas dans ce jugement un peu hautain qui consiste à dire « tu es coupable et l'affaire est réglée ». C'est cette philosophie qui vous a radicalement détourné de la magistrature? Je crois que je n'aurais pas aimé juger. Je pense qu'il y a de temps en temps une nécessité de juger, comme une nécessité de porter l'accusation, sans quoi il n'y aurait pas de dialectique judiciaire. Je n'ai ni mépris, ni considération plus ou moins discutable à l'égard de ceux qui font cette profession. Quelque part, disons-le, il y a de la facilité à défendre, car on est du côté de l'humanité, on est du côté de celui qui est faible. Il y a un peu du Robin des Bois dans le défenseur. Celui qui porte l'accusation est au fond celui qui va prêter son concours à la domination des valeurs. Et puis, il y a celui qui est du côté du faible, du malade, de celui qui a failli. C'est sans doute plus difficile sur le terrain du résultat à obtenir, mais c'est aussi plus passionnant, parce qu'on se dit que, sauf à faillir, on peut toujours être un défenseur insuffisant. Au moins, on n'aura pas précipité une vie dans la catastrophe. Quand on est avocat, Maître Le Borgne, parvient-on à échapper à un inquiétant relativisme moral? Je pense qu'effectivement, la possibilité de défendre certains criminels suppose qu'on ait la certitude qu'ils méritent d'être défendus. Et puis, peu à peu, parce qu'on marche à leur côté, on relativise leurs fautes. On estime que
si grave qu'elle apparaisse aux yeux de certains, elle ne l'est peut-être pas autant que cela. Alors, entre l'effort fait pour relativiser la faute de l'autre et le relativisme moral dont vous parlez, qui me suggère l'idée que pour être avocat, il faudrait avoir au fond une moralité un peu élastique, il y a une grande différence, je pense que vous l'avez perçu. Votre première grande affaire, est-ce bien l'affaire de Breuil qui a en quelque sorte permis à votre réputation aujourd'hui considérable de s'édifier? Ah oui, j'étais un tout jeune avocat, commis d'office par les hasards de la vie pour défendre celui qui avait tiré sur le prince de Breuil et qui l'avait tué. Et j'ai ainsi, à 30 ans, je pense que j'avais 30 ans, j'ai pénétré ce monde des grandes affaires, qui d'ailleurs était particulier, puisqu'il y avait ce dernier souci qui avait apparu d'une surveillance qu'on faisait pour protéger le prince de Breuil et qui avait fini par paraître inutile à un moment qui suivait de près celui auquel il avait participé à la création du RPR, quittant d'autres amis politiques. Alors évidemment, tout ça donnait lieu à des suspicions diverses et je voyais, parce que j'étais quand même si jeune quand j'étais un peu marginalisé, à l'époque Roland Dumas, qui s'enfermait avec le juge d'instruction dans des conciliabules dont on se demandait quelle pouvait être la nature. J'ai relevé que l'intelligence du procès et l'art de plaider n'étaient pas nécessairement réunis chez un avocat, et que pourtant, il me semble fondamentaux dans l'exercice brillant d'un métier. Qu'en pensez-vous? Je crois surtout que la compréhension d'un procès, de son déroulement, c'est une façon d'être un peu à l'écoute, un peu comme un chien de chasse dont le museau serait au vent, en attendant ce qui se passe, ne sachant pas trop d'ailleurs ce qui va se passer, et il faut savoir être réactif. Mais être dans cette position d'une réaction dont on ne sait pas à quoi elle va devoir s'exercer, à quel moment elle va devoir surgir, c'est aussi très, très créateur d'insécurité. Et je vois un certain nombre de mes confrères qui arrivent à la cour d'assises avec un dossier tout prêt, et qui non seulement vont plaider ce qu'ils ont prévu de plaider 8 jours peut-être avant l'audience, voire plus longtemps encore, mais qui, à l'audience, sont enfermés dans une intelligence de la situation qu'ils n'osent pas modifier. Je pense qu'effectivement, la disponibilité de l'esprit, c'est une manière de se faire confiance à soi-même et de ne pas être bardé d'un certain nombre de certitudes sur la façon dont il faut accomplir son devoir. Avec votre réputation, en cour d'assises, est-ce qu'il est facile de résister à la vanité du personnage en n'attachant du prix qu'à l'exigence professionnelle? Vous savez, je pense qu'on a beaucoup critiqué cet ineffable goût qu'on ne trouve qu'à soi-même, comme disait Proust, mais je pense que la modestie n'est pas aussi brillante qu'on le dit. À force d'être modeste, on tolérerait d'être médiocre. À force d'être soucieux de soi-même, on fait des efforts pour que les autres vous remarquent. Autrement dit, il y a une sorte de conjonction entre le souci que l'on a de soi et la qualité de l'effort que l'on fait pour l'autre. Si bien que cette dualité entre le devoir professionnel et l'auto-valorisation, en quelque sorte, qui était votre question, me paraît ne pas être une dualité contradictoire, mais au contraire, le souci que j'ai de moi me permet de donner de la qualité à mon discours. Si aujourd'hui, même répondant à vos questions, je considérais au fond que je peux avoir l'air le plus médiocre qui soit, que ma formule, mon propos, ma grammaire n'ont aucune espèce d'importance, vous vous en apercevriez. Et au fond, celui qui écoute, l'interlocuteur, il prend le discours pour ce qu'il est, et s'il se demande
si ce discours a un certain niveau de réflexion, une certaine qualité de forme, pour valoriser celui qui parle ou pour servir celui au nom duquel on parle, c'est qu'il s'égare dans des situations qui n'ont pas un grand intérêt. Mais vous n'êtes pas seulement épris de vous-même en me répondant. Vous voulez transmettre un message intelligent, structuré, sensible. Vous avez sans doute remarqué ou entendu des plaidoiries qui manifestaient que l'orateur n'était soucieux que d'une image qui renvoyait à un pur narcissisme, non ? Mais je crois qu'il y a dans tous les domaines, je ne vais pas m'engager sur la voie qui consisterait à dire que oui, certains de mes confrères ne pensent qu'à eux-mêmes, je ne le dirai pas, mais vous le supposez. Je crois que dans toutes les circonstances, il y a des gens qui parlent, qui agissent, c'est un peu la même chose, par amour de l'objet qu'ils servent ou qu'ils présentent, et d'autres qui le font pour se faire remarquer. Et la plupart du temps, ceux-là ont une certaine vacuité dans le discours qui, je crois, ne les sert pas du tout et ne sert pas leur ego et au contraire les rend ridicules. C'est une volupté de parler admirablement comme vous le faites. Oui, c'est un plaisir, comme réciter des vers d'un grand auteur. Il y a une sorte de musicalité, une sorte aussi de maîtrise des idées, d'organisation de sa propre pensée. Bien sûr que c'est un plaisir, mais croyez-vous qu'on parvienne, je ne parle évidemment pas là de moi, mais de manière générale, croyez-vous qu'on puisse parvenir à une qualité de travail si l'on n'aime pas ce qu'on fait ? Avez-vous conscience d'être aujourd'hui personnalité, voix, culture, aptitude à la parole, une sorte d'exception aujourd'hui ? Franchement, je ne crois pas. Ce que je crois, c'est que cette aptitude à la parole, ces références culturelles, ne sont peut-être pas, si elles sont rares, comme vous semblez le souligner, ne sont peut-être pas des qualités très fortes pour le monde d'aujourd'hui. Je crois que ces références culturelles sont un peu marquées par l'obsolescence. On a aujourd'hui, peut-être parce qu'une majorité qui n'a pas le souci de la culture veut prendre une place, on a tout naturellement une sorte de stigmatisation de cette culture, on la rejette comme appartenant à un passé un peu obsolète. Maintenant, faut être nature, faut être un peu sauvage. Bon, je ne suis pas sûr d'être capable d'y parvenir. Comment êtes-vous perçu au sein du barreau ? Je n'entends pas dans les instances, mais globalement, j'ai cru comprendre que vous étiez très apprécié par les jeunes avocats parce que pas l'ombre d'un mépris ni d'une condescendance, que vous étiez un formateur, quelle est votre conception de l'enseignement, du rapport qu'on entretient avec les jeunes avocats ? Alors, d'abord, on est un maître ou pas ? Il y a un moment où on vous institue, où on vous positionne comme un maître. C'est un moment difficile parce que ils attendent quelque chose, ils veulent en quelque sorte un secret. Puis il n'y a pas de secret. Ils ont le sentiment, parce qu'on a passé un certain nombre de dizaines d'années, que l'on a trouvé la voie, qu'ils cherchent encore et qu'on pourrait d'un mot leur indiquer le chemin. Je crois que c'est une illusion. Maintenant, on doit quand même, enfin c'est du moins mon sentiment, on doit aux jeunes de les aider dans cette voie. Voyez-vous, j'ai toujours pensé qu'il y avait des pères et des fils. Les fils sont ceux qui réclament qu'on les aide, et les pères sont ceux qui n'ont jamais fini de remplir le devoir consistant à aider les autres. L'âge importe peu, je suis sûr qu'il y a des pères de 15 ans et des fils de 60. Et à partir de là, celui qui se sent ce devoir d'aider les autres, alors il y a d'ailleurs, on peut se poser la question, mais en aidant les autres, est-ce qu'on ne se fait pas plaisir à soi-même ? C'est la même question au fond que vous posiez tout à l'heure sur le plaisir qu'on peut trouver à s'exprimer. Le pharisaïsme, dont on a tant parlé, vaut peut-être mieux que l'immoralité totale. Une pensée, un talent exceptionnel aujourd'hui, ont-ils l'assurance d'être compris ?
Je pense qu'il n'y a jamais d'assurance d'être compris, encore moins d'être célébré ou reconnu comme on voudra. Je pense aussi qu'il y a de temps en temps, si on ne ressemble pas à la moyenne qui est la plus communément partagée, une sorte de marginalité. Et je ne suis pas sûr qu'on plaise à tout le monde. Enfin, pour être clair, je ne suis pas sûr de plaire à tout le monde. Dans votre cabinet, quelle est la part la plus importante, le pénal ou d'autres branches du droit? Les autres branches du droit dans mon cabinet sont accidentelles, rarissimes. Le pénal l'occupe, je dirais, à 99%. Vous n'avez jamais été victime de cette impression, de cette appréciation totalement choquante qui visait à discréditer en réalité l'avocat qui faisait du pénal comme si le pénal était une matière vulgaire et ordinaire. Alors, ça a effectivement existé, mais ça a changé il y a peut-être 20 ou 25 ans, lorsque ceux qu'on poursuit au pénal, ceux dont on parle, parce qu'il y a une multitude de poursuites anonymes qui n'intéressent personne, ont changé quant à leur origine sociale. Les années 90, c'est le début du pénal financier, du pénal politico-financier. Certains non connus, certains hommes puissants apparaissent comme désormais poursuivis, prévenus, pour certains condamnés. Et alors on fait rejaillir sur celui qui, hier, accompagnait des voyous, ce qui n'était pas aux yeux du public particulièrement valorisant, la notoriété de ceux que désormais ils défendent et qui sont d'un tout autre monde et d'une toute autre origine. Quelle philosophie avez-vous de la relation avec les magistrats? Quelle est votre approche? Courtoisie absolue, capacité de rupture? Alors, je pense que courtoisie absolue, évidemment, pas plus avec les magistrats qu'avec les autres. Je crois qu'il y a aussi un phénomène presque concret et intéressé. Comment obtenir qu'on prête attention à la thèse que vous défendez si vous la vomissez au visage de vos interlocuteurs? Il faut au moins que celui qui vous écoute ait une sorte de sympathie minimum à votre égard pour vous écouter. Au fond, le vrai problème, c'est que l'avocat a un droit à être entendu, mais à être écouté, c'est pas sûr. Et je pense que quand on commence à injurier les gens, ou même si on le fait de façon un peu feutrée, à les agresser, il y a une sorte de rejet, une sorte de mur qui s'élève, et alors rien ne sert plus à rien. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faille sombrer dans la flagornerie. Je pense on oppose souvent la rupture vociférante à l'élégance qui est celle d'un courtisan. Je crois que c'est une objection totalement absurde et qu'en réalité, plus on veut dire à un interlocuteur magistrat quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre, plus il faut le faire avec des formes. Au fond, on peut tout dire, y compris des choses dures, mais pas n'importe comment. Ceci vaut pour la justice, mais je dirais vaut pour la vie courante. Comment faire admettre à quelqu'un qu'on va lui dire le contraire de ce qu'il pense, le contraire de ce qu'il sent, le contraire de ce à quoi il incline, si on ne le fait pas avec ce petit quelque chose qui crée un lien entre ceux qui se parlent et qui fait que celui qui écoute fait un effort réel pour ne pas penser à autre chose. Ça ne conduit pas à limer ce qu'il faut dire. Ah, je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut avoir de temps en temps le courage de dire les choses, mais je suis absolument convaincu qu'on peut effectivement tout dire, et que si on le présente bien, même si l'interlocuteur n'est pas prêt à l'entendre, il l'acceptera. Enfin, il acceptera qu'on le lui dise. Mais quand quelqu'un accepte qu'on lui tienne un propos déterminé, je pense que ça emporte comme implication le fait qu'il accepte aussi d'y réfléchir. Au fond, si vous faites comprendre, tenez, pour prendre un exemple un peu difficile, si vous faites comprendre à un juge qu'il pourrait avoir le souci de lui-même
consistant à ne pas montrer une sorte de compréhension à l'égard de la faute qui rejaillirait sur sa propre image, et qu'au fond il est tenté par l'attitude qu'il va prendre, l'attitude judiciaire, plus de sauvegarder son image que de rendre la justice. Si on le dit d'une manière convenable, je pense qu'il n'y a pas de difficulté, alors peut-être pas d'une manière aussi abrupte que celle que je viens d'utiliser, mais dire au fond, moi, si j'étais à votre place, je ne suis pas sûr que j'oserais écouter la thèse de la défense. Moi, si j'étais à votre place, je ne suis pas sûr que j'oserais faire un pas vers vous. Peut-être que je me dirais que mon image va être écornée, peut-être que je me dirais qu'en ayant l'air de comprendre celui qui, pour tout le monde, est un coupable, je me rapproche de lui, et qu'au fond, le juge est la victime de celui qui est coupable. Mais parce que je suis juge, et que je suis capable de surmonter ce que l'on pense de moi pour arriver à une solution respectable, je ferai ce bout de chemin avec vous. En dehors de l'audience, urbanité avec les magistrats, admiration, estime, amitié, indifférence, neutralité. Alors, l'amitié est chose rare. Et elle ne porte que sur des êtres très particuliers, sauf à ce que l'on utilise le mot au sens de la mondanité, où tout le monde est ami avec tout le monde, ce qui ne veut plus rien dire. En revanche, le respect réciproque, la considération, je pense, oui. Alors, sauf, il y a toujours des cas, dans tous les corps, des individus qui eux-mêmes, d'ailleurs, ferment leurs portes et ne veulent pas de dialogue. Mais disons-le, je crois aussi que je vois cette relation avec le privilège de l'âge. Lorsqu'on arrive quelque part avec quelques cheveux blancs, on n'est pas accueilli comme le petit jeune qui débarque et sur lequel on va exercer peut-être ce pouvoir que l'on n'osera pas exercer sur un plus ancien. Êtes-vous conservateur ? Je ne sais pas trop ce que ce mot-là veut dire. Au fond, peut-être un peu, parce que, voyez-vous, je n'aime pas le changement. Alors, je n'aime pas le changement dans mes habitudes de vie. Je ne voudrais pas que la couleur des murs change du jour au lendemain. Je n'aime pas que les femmes qui m'entourent, même à titre strictement professionnel, changent de coiffure. Il me faut plusieurs jours pour m'y habituer. Alors, si c'est ça, être conservateur, oui, je le suis, parce que je n'aime pas que l'environnement me trouble. Maintenant, sur le terrain, par exemple, des institutions, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinairement séduisant à l'idée qu'elles puissent changer et à l'idée qu'on soit de ceux qui les font changer. Sinon, s'installer dans un monde où finalement le déroulement de son existence n'est jamais que la reproduction de quelque chose qui était parfaitement prévisible dans un cadre qui n'a pas bougé, quelle effroyable tristesse. Vous disiez tout à l'heure que j'avais été le premier vice-bâtonnier du barreau. C'est pas un bouleversement institutionnel considérable, mais j'ai aimé être celui qui a changé la représentation du barreau, généralement monarchique, donc par un seul bâtonnier, en y plaçant au lieu et place une équipe, un tandem. C'est amusant. J'aimerais aujourd'hui pouvoir modifier un certain nombre d'institutions judiciaires. Vous parliez des magistrats d'une manière globale. Ça, c'est une forme aussi de conservatisme. Depuis longtemps, la magistrature, c'est le parquet et les juges du siège, de façon indifférenciée. Je ne comprends pas cette indifférenciation. De même que je ne comprends pas que les juges puissent être recrutés à un âge où l'expérience de la vie est à peu près nulle. Surtout quand on a fait des études dures, brillantes, qui sollicitent l'individu et qui finalement interdisent un peu que celui-ci se confronte avec le monde. Donc, si j'avais demain le pouvoir de faire en sorte que la magistrature devienne une dignité et non pas un corps unique, et qu'on y loge en deux corps distincts, et les procureurs et les juges du siège. Si j'avais le pouvoir que les juges demain soient recrutés après 15 ou 20 ans d'exercice d'une activité autre que celle de juge, ne serait-ce que pour connaître un peu la vie. Alors,
je le ferai avec un délice extraordinaire. Un conservateur en politique peut-il souhaiter l'évolution du monde ? Mais voyez-vous, je pense que les plus conservateurs sont souvent ceux qui se présentent comme les plus révolutionnaires. Parce qu'en réalité, ils mettent en avant leur capacité de désordre, qui n'est pas nécessairement une capacité d'innovation, et qui est souvent une référence à des concepts très vieux. Je pense d'ailleurs, pour illustrer mon propos et ne pas me réfugier derrière l'abstraction, qu'une certaine gauche, voire extrême gauche, n'est jamais que le ressassement de vieilles thèses marxistes qui n'ont jamais abouti nulle part, sauf au malheur des peuples. En vous écoutant, je trouve que vous auriez fait un formidable bâtonnier. Pourquoi ne l'avez-vous jamais été ? Alors, je vais vous dire, deux raisons, à mon avis. Une qui est hypothétique et une qui est peut-être plus sociologiquement marquée. Je crois que je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de représenter un barreau, celui de Paris, qui est extraordinairement divers et dont une partie, à l'époque, moins maintenant, mais dont une partie à l'époque m'était un peu inconnue. Je pense au barreau dit d'affaires. Le barreau traditionnel, celui qui plaide, celui qui court d'un tribunal à un autre, c'est mon monde d'origine. Et au fond, dans le partage des tâches qu'à l'époque, c'était en 2009, on avait mis au point, était que je serais le bâtonnier du monde judiciaire. Mais vous savez, à Paris, le monde judiciaire représente, un peu moins des 2/3 du barreau. Et si on parlait en termes de chiffre d'affaires, il ne représenterait pas même le tiers. Est-ce que vous n'êtes pas indigné devant certaines réputations qui ne reposent sur rien ? Je veux dire, est-ce que, connaissant ce que vous valez, lorsque vous constatez que des médiocres sont promus, est-ce que ça ne vous agace pas ? Dans votre monde ? À partir du moment où on serait non seulement agacé, mais peut-être blessé, voire rendu amer par le succès d'autres personnes, on serait définitivement malheureux. C'est peut-être pour une sorte de préservation de confort et de luxe de vie que je vais m'éviter ça. À l'évidence, vous êtes passionné par la politique. Est-ce que vous vous êtes engagé ? Alors, je me suis engagé à plusieurs reprises dans des domaines complètement différents. Oserais-je dire, mais oui, pourquoi pas, c'est la vérité, que j'ai été au municipal, c'était modeste, un candidat sur une liste d'union de la gauche. C'était il y a 35 ans, il y a donc bien longtemps. Mais j'avais le sentiment à l'époque, qui d'ailleurs reste encore dans les mœurs, mais qui m'a quitté moi, que le bien était du côté de la gauche. C'est un vieux truc de la gauche, ça. Le bien, c'est nous, le profit, c'est les autres. Bon, je l'ai cru un moment, et peu à peu, considérant que ces idéologies qu'on vendait sans qu'elles n'aient grande suite, ces modifications sociales qui, somme toute, n'apportaient pas grand-chose, je parle de celles qui sont contemporaines, car si on regarde le passé, il y a eu quand même des moments où la gauche a été le progrès. Je pense aux congés payés, je pense à la durée maximum de travail. Et puis, peu à peu, on est passé dans la surenchère. On est allé, par exemple, à cette retraite de 60 ans qui ne correspond pas à l'évolution de la société et au fait qu'à 60 ans, sauf cas de pénibilité particulier, les hommes et les femmes ont des moyens qui leur permettent de travailler dans un monde où la longévité a complètement changé. Alors, on a finalement, dans cette surenchère, fait un certain nombre d'absurdités. Les 35 heures, je veux bien que ce soit pénible de travailler, mais 35 heures, est-ce raisonnable ? Bon, le professionnel libéral que je suis s'autorise de temps en temps à faire 35 heures, mais c'est à cause de son grand âge, pas parce qu'il y trouve une quelconque normalité. Donc il y a dans tout ça quelque chose qui ne va pas. Donc je me suis engagé de l'autre côté.
Et récemment, un peu par une sorte de cheminement, je me suis retrouvé aux côtés d'un homme que je connaissais peu, qui était François Fillon, que j'ai soutenu autant que j'ai pu, même si certaines de ses idées me paraissaient peut-être insuffisamment modernes. Mais peu importe, il y a de temps en temps dans la politique, un peu comme dans l'amour, si vous ne soutenez que le candidat aux idées duquel vous adhérez à 100%, c'est un peu comme si vous n'acceptiez d'épouser ou d'aimer que la femme parfaite. Ce sont deux situations qui n'existent pas. Ministre, député, c'est une ambition, un rêve encore ? Non, c'est un rêve. Vous savez, on a le droit d'avoir toutes sortes de rêves, dès lors que l'on sait que ce sont des rêves. Et les rêves, c'est précisément ce qui s'oppose à la réalité. Député, comme disait le général de Gaulle, c'est plutôt le trop-plein par les temps qui courent. Et je pense qu'il faut des hommes jeunes dans ces fonctions, des hommes et des femmes jeunes, plus jeunes que moi en tout cas. Ministre, personne ne me l'a jamais proposé, alors vous dire que je le refuse, ce serait d'un ridicule achevé. Maintenant, ça pourrait être la voie pour faire pénétrer dans les choses un certain nombre d'idées, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les inscrire dans les faits. Je me dis que ça n'est pas très agréable de vieillir, et qu'il doit y avoir un moment où on est complètement en dehors du monde, où, au fond, on vous demande encore un avis presque par politesse, et où l'idée que vous puissiez graver dans la réalité quelque chose qui résulte de votre action n'existe plus. Si, à ce moment-là, vous pouvez vous retourner vers le passé et vous dire « voilà ce que j'ai fait ». Oh, ce n'est peut-être pas une révolution totale, mais c'est mon apport d'homme à l'histoire. Je peux donc quitter le temps. Vous avez publié récemment un très bon livre sur la matière pénale. D'abord, vous pouvez nous rappeler son titre et surtout nous dire en quelque sorte sa substance. Ça s'inscrit un peu dans ce qu'on vient de dire, hein. Le titre, c'est « Changer la justice », donc c'est inclure, s'il se pouvait, un certain nombre des propositions dont j'ai évoqué certaines déjà dans la réalité. Je pense qu'il faut changer le recrutement des juges, je pense qu'il faut, je vous le disais tout à l'heure, scinder le parquet et le siège. Je crois aussi qu'il faut se préoccuper d'un sujet que l'on n'aborde pas parce qu'il fait un peu peur, c'est celui de la politisation de la justice. Au fond, on dit depuis très longtemps que Montesquieu a en quelque sorte institutionnalisé le pouvoir judiciaire à l'équivalent du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Quand on lit bien Montesquieu, on sait que c'est faux. Il y a une puissance de juger, l'expression est de lui, il n'y a pas de pouvoir politique judiciaire. Et peu à peu, à cause de la disqualification du monde politique, dont on pense qu'il est au fond pas sincère, pas vraiment honnête, il reste comme image que le peuple admire ces juges qui sont en dehors du monde et qui font un peu la leçon. C'est leur métier, je ne leur en veux pas, mais il y a derrière cette façon d'assumer et d'incarner la vertu nécessairement, même si certains résistent, nécessairement une sorte de positionnement de pouvoir, pas un exercice, mais une tentation. Ça aussi, c'est un sujet qu'il faut analyser. La neutralité du juge. De temps en temps, j'ai le sentiment que des gens, sincèrement, considèrent que ce qui est en jeu dans leurs problématiques personnelles judiciaires, c'est les opinions politiques des juges qui vont trancher leurs problèmes. C'est inadmissible. C'est la raison pour laquelle aussi je pense que l'impartialité, la neutralité, c'est une forme de renoncement, il faut bien le dire. C'est une manière de ne pas participer, de ne pas entrer dans l'arène citoyenne. On ne peut pas demander ça à des jeunes femmes, à des jeunes gens qui ont 25 ans. C'est une sorte de condamnation, de frustration épouvantable. Mais à 45 ou 50 ans, on se connaît. On sait si on a besoin de la liberté de parole. On sait si on ne pourra pas vivre dans la neutralité ou si, au contraire, avec une certaine distance et une certaine indifférence au monde, on pourra s'y installer.
On dit que les rapports entre magistrats et avocats, sur le plan pénal en tout cas, se sont formidablement et tristement dégradés. Vous en avez le sentiment ? Je pense que ce n'est pas faux, mais je vous le disais tout à l'heure, je pense que ça dépend aussi de l'interlocuteur. Voyez-vous, quand un de mes jeunes confrères vient me dire que le juge l'a jeté dehors ou lui a refusé sa porte, je lui pose une première question. Avez-vous cogné ? Bon, généralement, il me répond oui, quand même. Et puis je lui dis, vous avez ouvert la porte ? Oui. Y avait-il du monde ? Oui. Et vous avez refermé la porte en disant, excusez-moi, je reviendrai ? Non. Et au fond, on s'aperçoit qu'il y a de temps en temps des malentendus, peut-être des rugosités formelles qui s'installent. Il y a aussi, il faut bien le dire, des juges qui refusent le dialogue, qui considèrent que parler à un avocat, c'est le début de la compromission. Est-ce que vous ne diriez pas que l'un des vices fondamentaux aujourd'hui de la justice, c'est le défaut de savoir-vivre ? Et j'y mets beaucoup de choses dedans. Je pense que le défaut de savoir-vivre, qui rejoint un point qui à mes yeux est fondamental et dont nous parlions tout à l'heure, c'est peut-on tout dire ? Et la réponse est oui, mais pas n'importe comment. C'est que l'enveloppe, le véhicule, la manière de formaliser un propos dur pour qu'il soit, je ne dis pas accepté quant au fond, mais entendu sans indignation et sans colère. C'est un art qui a peu à peu disparu, parce que l'on considère que cette forme, ce souci de la forme, est quelque chose qui ressemble à une sorte de décadence, alors que c'est fondamental dans la justice, mais c'est fondamental dans la rue aussi, c'est fondamental dans le dialogue que l'on a avec n'importe qui au sujet de n'importe quoi. J'ai le sentiment qu'on a aujourd'hui une sorte de tendance à valoriser la nature. Enfin, la nature, elle est peut-être pas si policée que ça. Et au fond, regardez les enfants en bas âge. Il ne leur viendrait pas à l'idée de vous laisser passer quand ils ouvrent une porte. Il faut le leur apprendre. Eh bien, au-delà de cet apprentissage minimum, aujourd'hui, on s'arrête vite. Parce qu'on considère que un certain respect de l'autre, marqué dans la forme, qui n'est pas une soumission à son idée, qui n'est pas une démission quant au combat que l'on mène pour une cause, eh bien que cette attitude-là n'est pas nécessaire. Et ça rejoint aussi ce que vous disiez. Au fond, si je plastronne, si je hausse le ton, si je suis dans une certaine forme de violence, qu'elle soit verbale ou presque même gestuelle, j'ai le sentiment de combattre, alors qu'en réalité, je détruis ce que je veux défendre au profit d'une apparence qui n'est en réalité que fallacieusement flatteuse. En considérant votre vie, y a-t-il des moments où vous pensez avoir manqué de courage à cause de cette conception élevée de la politesse ? Je peux me tromper, mais je pense objectivement non. Parce que je n'ai jamais eu le sentiment que l'exigence de la forme avait éteint le fond. Alors, ai-je renoncé à un moment ou à un autre à tenir un propos, à soutenir un argument ? Peut-être, mais pas consciemment. Cela dit, il y a des dérobades qui peuvent être parfaitement inconscientes, et je ne les exclus pas. Mais que l'exigence de la forme ait été telle que mon propos ait été édulcoré, voire annihilé, jamais. Jamais. Je pense que c'est le contraire. Je pense que j'ai toujours eu le sentiment de servir l'idée en y mettant un soin particulier dans la forme d'expression. En dehors de votre passion de la justice, d'ailleurs j'ai scrupule à utiliser le terme passion, je vous dirai pourquoi. Avez-vous d'autres passions dans la vie ? Qu'est-ce qui vous mobilise ? Écoutez, on a un peu parlé de la politique, mais d'autres choses peut-être. Alors il y a le monde des idées, il y a l'écriture. Au fond, vous savez, on a tous des vieux rêves d'enfance ou d'adolescence, ou même parfois d'un peu après,
qu'on a ou qu'on n'a pas servi et assouvi. L'écriture est pour moi quelque chose d'important, à deux niveaux. D'abord parce que c'est, je dirais, le lieu d'excellence de l'expression. L'oratoire est créateur d'une impression. Et au fond, une fois qu'un discours est terminé, il laisse une impression. Au mieux 2 ou 3 idées. Mais quelle a été la qualité de la forme, on ne le sait plus et on ne pourra jamais le vérifier. Et puis il y a autre chose. Face à cet éphémère du discours, je trouve que la durée, la solidité, la permanence presque matérielle de l'écriture, pas presque d'ailleurs, matérielle de l'écriture, est quelque chose d'extraordinairement nécessaire. Elle est ce qui nous permet de traverser le temps et presque d'échapper à cette disparition inévitable à laquelle nous sommes voués. Il restera au moins nos livres. En dehors de l'écriture, rien ? Quelques plaisirs, mais que je n'appellerai pas des passions. Maritime ? Par exemple. Si vous pouviez refaire une partie de votre vie, qu'est-ce qui viendrait tout de suite ? Je pense que j'ai eu le sentiment, au cours de ma vie, de lire beaucoup de dossiers qui n'étaient pas d'un intérêt fondamental. C'était la vie d'hommes ordinaires qui avaient parfois fait des choses regrettables, et d'avoir laissé de côté des grandes écritures. Il y a encore des grands livres que je n'ai pas lus. Je ne les lirai pas tous. C'est au fond, si vous voulez, toujours ce déchirement entre la vie concrète, parce que la justice s'inscrit dans le temps, c'est la vie des hommes, c'est la régulation sociale, et puis l'éternel des idées. Mais j'ai eu du mal à me consoler d'avoir abandonné certaines perspectives de jeunesse, normale supérieure, la fascination un peu comme une étoile des agrégations qui se profilaient et qui, je pense, n'aurait pas été complètement en dehors de ma capacité d'accès. Mais je ne regrette rien. J'ai dépassé ce moment de regret, je ne regrette rien parce que je crois que j'aurais souffert à l'idée précisément de n'être que dans les idées et de ne pas être dans la vie concrète. Le barreau a été pour moi cette sorte de symbiose entre l'idée et l'événement. Peut-être au fond n'étais-je pas fait pour l'événement, c'est peut-être aussi pour ça que le politique n'est peut-être qu'un élément de rêve. J'ai vécu l'événement dans une situation très particulière qui est celle de l'événement mort, de l'événement accompli, du passé. La justice, et surtout la justice pénale, ne s'occupe jamais que de ce qui est passé, que de ce qui est en quelque sorte révolu, qui appartient à l'événement, mais à un événement dont il faut tirer des conséquences, mais pas des conséquences finalement très importantes. Si vous vous mettez dans les conditions d'un homicide, par exemple, ce qui est grave, c'est l'homicide lui-même, c'est la mort d'une personne, au fond. La sanction qui sera donnée, pas donnée, la compréhension qui sera apportée au geste homicide ou qui ne sera pas apportée, la gradation de la responsabilité de l'auteur, est si fondamentale. Et s'il recommence ? Vous savez, cette histoire de la récidive qui est sur toutes les lèvres et dans toutes les pensées me fait penser à un mot que j'aime beaucoup de Michel Foucault, c'était, je crois, dans Surveiller et punir, qui dit, au fond, si on était sûr que quelqu'un ne recommence pas, il suffirait de faire croire aux autres qu'il a été condamné. Mes dernières questions, cher Jean-Yves Le Borgne, une question politique tout de même. Que pensez-vous de l'irruption fulgurante d'Emmanuel Macron dans l'espace politique ? Alors, elle est due, à mon avis, à plusieurs critères. Je ne veux pas ignorer les qualités sans doute exceptionnelles de l'homme, mais je pense que ça ne suffit pas. Parce que l'histoire est toujours faite de la rencontre entre un homme et des circonstances. Et les circonstances qu'il a rencontrées étaient probablement celles d'une énorme lassitude, d'une perte de crédit des propositions politiques antérieures. Au fond, il a incarné
j'allais dire, c'est pas de sa faute. Mais il a, à juste titre, profité du moment, de l'instant, de la circonstance, de la conjoncture. Ce n'est pas une usurpation, c'est au contraire avoir le sens de l'histoire. Il a incarné la nouveauté. Maintenant, il va falloir qu'il soit la nouveauté. Un homme et des circonstances, votre destin professionnel aujourd'hui vous comble-t-il? Il y a toujours un moment où, avec le temps, on est dans le recommencement, où dans chacun des pas que l'on fait, on reconnaît ceux qu'on a déjà fait dans une démarche à peu près similaire, parfois à de nombreuses reprises. Ce n'est pas de la lassitude, mais finalement, lorsque on voit s'annoncer par la force des choses la fin du temps qui vous est imparti, on se dit que ce serait bien peut-être de plonger dans une nouveauté. Alors, ne faisons pas nécessairement de rapport avec ce que j'ai dit quant à l'incarnation de la nouveauté. Ne l'excluons pas non plus pour autant. Où vous situez-vous aujourd'hui entre espérance et nostalgie? Je crois complètement du côté de l'espérance. La nostalgie, c'est une forme de regret. C'est une forme de tristesse à l'idée de ne plus avoir sous la main ce que l'on a aimé ou ce que l'on aurait aimé. J'ai la chance de ne pas être dans cette privation. Il n'y a pas d'être que je regrette, il n'y a pas de circonstances que je regrette. Non, je suis complètement tourné vers le futur et j'ai même, si vous voulez, cette sorte presque d'irresponsabilité d'enfant qui consiste à croire tellement en l'avenir que je suis à peu près sûr que la surprise sera là. Quelle superbe conclusion. Merci Jean-Yves Le Borgne.